Bonjour à toutes et bonjour à tous, bienvenue dans ce podcast In Shape to Grow, le podcast qui a pour mission d'inspirer les entrepreneurs mais également les indépendants, les auto-entrepreneurs, les chefs d'entreprise qui désirent mettre ou remettre leur santé au cœur même du business plan. Dans l'épisode du jour, j'ai l'immense plaisir de vous présenter le travail de Thierry Janssen. Alors, Thierry Janssen était un chirurgien avec déjà près de 10 ans d'expérience lorsque du jour au lendemain, suite à une promotion, il décide de tout plaquer sans réellement savoir ce qu'il allait faire du lendemain, mais il savait qu'il n'était plus dans la bonne direction. Ce qui est extraordinaire et remarquable dans la carrière de Thierry, c'est que il a eu ces 14 années plus d'études de la médecine moderne jusqu'à la chirurgie. Et puis, il est parti étudier 4 ans aux États-Unis la médecine énergétique. Et aujourd'hui, depuis près de 20 ans, il consulte, il écrit et il forme à ces médecines énergétiques, les médecines de l'âme. Alors, dans cette interview, nous allons justement parler énormément de son dernier livre. Et j'espère que, comme moi, vous serez inspiré, premièrement, à lire son dernier ouvrage, mais également dans l'essence même de son enseignement qui nous permet de trouver justement la posture juste, la cohérence entre ce que l'on pense, ce que l'on dit et ce que l'on fait. J'espère que ce podcast va à nouveau vous inspirer à vous aussi placer ou replacer la santé au cœur même de votre business plan. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser en commentaire de cet épisode. Et d'ici la prochaine interview, prenez soin de vous. Eh bien, bonjour Thierry, comment vas-tu aujourd'hui? Bonjour David, je vais bien. Enfin non, c'est pas tout à fait vrai. Je suis triste aujourd'hui. C'est vrai? Et ça aussi, entre tristesse et agacement, voire colère, et c'est relié à la situation générale de notre monde. Et c'est influencé en particulier par deux éléments. Le premier, c'est que je suis en train de lire un livre qui me parle beaucoup et qui s'appelle Human Psycho, écrit par un certain Sébastien Boller, qui avait déjà écrit Le bug humain, Oui. et qui montre comment notre cerveau finalement est très limité dans ses fonctionnements et prisonnier de ces actions absolument débiles que nous mettons en place et qui nous font courir à notre perte. Et donc, je lis ce livre et en même temps, je suis assailli d'informations, notamment venant de la Commission européenne, où on est en train de débattre en ce moment même, ici à Bruxelles où je vis, de l'obligation vaccinale pour tous les citoyens européens, enfin, beaucoup de choses, et qu'on se félicite des 90 ou 90 milliards de bénéfices de Pfizer. Et tout ça me rend très triste. Je partage ton sentiment. Ici, du Canada, ce n'est plus un secret pour personne. Il y a aussi beaucoup de choses qui changent. Ça fait maintenant 18 mois que nous sommes ici. Et autant il y a 18 mois, la situation était, me semblait-il, beaucoup plus relaxe que la Belgique que je venais de quitter. Mais aujourd'hui, voilà, ça n'est pas du tout le cas. Et on est dans une même cohérence entre guillemets entre l'Europe et je dirais l'Amérique du Nord. Et c'est vrai que c'est curieux. C'est curieux par rapport, je ne sais plus quel auteur avait dit que le 21e siècle serait spirituel ou ne le serait pas. Et donc là, j'espère que, je dirais, les efforts de certaines personnes au niveau de cette spiritualité dont on va parler un petit peu aujourd'hui puissent contrebalancer des décisions qui nous semble, nous, oui, effectivement, en tant que citoyens, un peu particulière. J'utilise beaucoup la situation particulière aujourd'hui pour la laisser neutre, parce que je pense qu'on peut aller d'un côté ou de l'autre. Oui, et c'est vrai qu'on a le sentiment que j'ai pour répondre à la question comment vas-tu aujourd'hui, c'est un sentiment à la fois de tristesse et d'agacement parce que j'ai le sentiment
on me pousse malgré moi dans un monde où je ne veux pas aller. Ouais. Et encore ce matin, je cherchais à appeler la banque, bêtement la banque, pour poser une question et on m'a même pas répondu. On m'a renvoyé à un site sur lequel j'ai beau avoir fait 7 ans de médecine, 7 ans de chirurgie, et je crois que je suis quand même relativement cortiqué. Je ne comprends rien de ce qu'on veut me faire remplir sur ce site. Et donc je dis, je ne veux pas aller dans ce monde-là. Non. Je veux un monde d'êtres humains qui se parlent, qui sont dans la nuance, qui répondent à des questions précises. Mais ce n'est pas le monde qu'on me propose, donc ça me rend un peu très triste. Et quand je ne suis pas triste, je deviens très agacé. Mais je sais que justement, hein, en préparation de cette interview, tu m'as recommandé ton dernier ouvrage que j'avais sur ma liste de lecture. Et on va essayer de partager avec l'audience justement quelques outils pour pouvoir justement sortir de ces états parfois quand le matin on se réveille et qu'on n'a pas cette énergie de pouvoir apporter quelque chose au monde parce qu'on a, comme tu le dis, des sensations de frustration. Pour le moment, effectivement, personnellement, c'est plus la frustration que la tristesse. Mais voilà, c'est tout ça, c'est des éléments qui, et je l'ai vraiment beaucoup apprécié dans ton ouvrage, peuvent déclencher une réaction d'action et pas une réaction où on subit. Donc, on va justement en parler en fin d'interview. Mais parce que justement, on s'est rencontrés, si mes souvenirs sont bons, je réfléchissais un petit peu en arrière. Je pense que la première fois qu'on a eu un contact, c'était autour des années 2004-2005, lorsque tu m'avais proposé un article dans la Libre Belgique concernant un dossier sur la santé. Et donc, j'étais tout jeune à l'époque, hein, je sortais de l'université depuis 4 ans, à mon avis. Et toi, tu étais déjà dans une deuxième carrière. Et est-ce que tu me permets justement, en début de cette interview, de revenir sur certains éléments de ta vie? Oui, bien sûr. Alors, tu es né dans les débuts des années 60, hein, et donc quand on lit ta biographie, on voit que déjà tout enfant, tu étais avec une vie intérieure très riche et attiré par l'Égypte ancienne, qui est effectivement un domaine extraordinaire. On a revu avec les enfants, le dimanche avec les enfants, par exemple, petite parenthèse, on regarde un documentaire après le brunch du dimanche, et donc on avait demandé aux enfants s'ils préféraient. Il y avait plusieurs choix et puis finalement la petite a demandé de regarder Toutankhamon, donc on a regardé tout un beau reportage sur Toutankhamon et donc tu étais baigné par cette captivation de l'Égypte ancienne et finalement tu es devenu médecin, tu l'as dit, chirurgien, gynécologue, urologue. Est-ce qu'il y a un lien entre les deux? Comment toi tu es passé d'un enfant intérieur avec une vie riche et attiré par l'Égypte et finalement arrivé vers la médecine? Est-ce qu'il y a… Ah, oui, oui, il y a en fait, il y a eu une graine. Euh, C'est-à-dire que quand j'avais 5 ans et demi, j'étais passionné par l'Égypte ancienne. C'était une espèce de coup de foudre qui m'a pris comme ça en découvrant justement le récit de la découverte de la tombe de Toutankhamon. Et puis, au même moment, ma mère, était opérée d'une hernie discale. Et nous allions tous les midis à l'hôpital la voir avec mes grands-parents. Et elle m'a un jour montré le chirurgien qui l'avait opéré. Il passait dans le couloir. Et au moment où elle m'a montré cet homme, j'ai dit, moi, je vais devenir chirurgien. Je m'en souviens, mais très, très, très bien. Et ça a été le piège quelque part parce que pendant toute mon enfance, il y a eu 2 projets. Je voyais vraiment loin et je voyais ce projet, je serais égyptologue et puis où je serais chirurgien. Et j'ai eu la chance ou malchance de rencontrer un égyptologue parce que j'avais écrit à la télévision belge parce qu'il y avait un égyptologue qui était venu parler et j'avais 6 ans et j'avais écrit une lettre en disant moi je veux rencontrer ce monsieur. Et donc, ils ont transmis ma lettre et j'ai rencontré ces égyptologues au musée du Cinquantenaire, là, le musée d'art et d'histoire à Bruxelles. Et ce monsieur qui s'appelait Arpak Mekitarian m'a reçu très gentiment, a honoré ma passion, mais il m'a fait comprendre que si je voulais devenir archéologue, il fallait que j'aie une santé, une forme physique, une bonne condition physique. Et à l'époque, je ne l'avais absolument pas. J'étais un petit enfant avec un corps très chétif, déformé, je n'étais pas du tout sûr de moi, je vivais beaucoup en retrait dans mon monde intérieur avec mes pharaons et mes dieux égyptiens
Et en fait, je me suis dit, je ne pourrais jamais être un égyptologue. Et donc, malgré que toute mon enfance et mon adolescence, les deux étaient dans moi, là, égyptologue ou chirurgien, quand il a fallu choisir, à l'âge de 17 ans, 18 ans, je me suis dit deux choses. D'abord, j'étais peut-être pas vraiment suffisamment costaud pour devenir égyptologue. Et deuxièmement, l'égyptologie, c'est quelque chose qui me passionnait, mais ça n'intéressait que moi finalement, C'est ça. ou un petit groupe de gens. Alors que devenir médecin, ben, c'était aller vers les autres, apporter quelque chose dans la société, peut-être de plus utile. Et c'était pas devenir médecin, c'était devenir chirurgien. Et ça a été le deuxième piège, parce que j'ai vraiment tout fait pour devenir chirurgien, et j'étais un élève relativement moyen. Sauf pour tout ce qui touche à l'histoire. Mais pour le reste, j'étais un peu moyen. Et du coup, j'ai dû travailler beaucoup pour quand même réussir. Et surtout que pour devenir chirurgien, il fallait très bien réussir pour être sélectionné dans les concours et tout ça. Et donc, j'ai vraiment beaucoup donné. Dans toute ma jeunesse, j'ai énormément travaillé avec ce rêve, je serai chirurgien. Mais il y a eu un troisième piège, c'est que très tôt, j'ai été déçu par mes professeurs, que je trouvais finalement pas des maîtres. C'est des gens qui me demandaient de réciter des choses que j'avais apprises par cœur sur les bancs de l'université, et je n'avais pas le sentiment qu'ils incarnaient ce qu'ils m'enseignaient. Moi, j'avais besoin d'un maître, de quelqu'un qui incarne pleinement, qui me prenne par la main et m'apprenne le métier autrement que de manière intellectuelle. Et tellement déçu de cela, je me suis dit, moi, je serai professeur. Et donc, c'était le troisième piège, parce que pour être professeur, il fallait encore faire plus d'efforts. Et donc, j'en ai fait vraiment beaucoup. Étudiant, j'ai fait de la recherche et tout ça et tout ça. Et donc, j'avais un curriculum vitae très construit, mais je suis arrivé à l'âge de 35 ans épuisé. Alors, j'étais devenu chirurgien. J'avais des responsabilités d'enseignement à l'université, mais j'étais pas heureux. Et je crois que j'étais pas heureux parce que j'avais oublié le poète en moi, l'être plus inspiré. J'avais renié une partie de moi et je fonctionnais dans un système qui me demandait de fonctionner de façon très, très mécanique quelque part. Oui, tout à fait, parce qu'effectivement, on voit dans ta biographie que tu as fait justement des articles scientifiques et on sait, quand on s'intéresse à la science, que c'est pas rien d'écrire un article scientifique. C'est pas comme quand on écrit un article comme moi pour un journal. Un article scientifique, ça demande vraiment un gros travail. Donc, tu l'as dit, il y avait tout ce travail. Finalement, si on regarde ta carrière, c'est de l'archéologie humaine. Tu allais étudier la médecine, la chirurgie, l'enseignement. Donc, ça, c'est du gros travail pour finalement avoir un déclic à 37 ans. Hein, tu dis dans une interview qu'après avoir reçu une promotion, tu es rentré dans ton nouveau bureau et là, tu as eu cette voix qui t'a dit non, non, si tu continues, tu vas crever. Mais tu viens de le dire, tu étais déjà épuisé à ce moment-là. Oui. Et ma question serait… J'étais désabusé aussi. Tu sais, tu parlais de la recherche et des articles scientifiques. Je me permets de dire ça sans vouloir accuser de façon générale. Mais moi, j'ai été dans des laboratoires de recherche à l'université et j'ai vu des choses que je pense les gens ignorent. Mais pour construire un curriculum vitae, pour être sûr d'avoir une publication, on est même capable de falsifier des résultats. On est capable de choisir des méthodes statistiques qui vont influencer l'interprétation des résultats à un point où on fait dire tout et son contraire aux choses. Et donc, je me suis dit, mais c'est quoi la science ? J'étais totalement désabusé, en plus épuisé par tous les efforts que j'avais faits. Et donc, fatalement, il y avait non seulement sans doute un pré-burnout, mais il y avait aussi ce qu'on appelle aujourd'hui un bore-out, c'est-à-dire une perte de sens. J'avais l'impression que tout ça n'avait pas beaucoup de sens. Et voilà, c'est ce qui m'a amené à partir en 30 secondes. Hein. C'est ça, c'est ce que tu dis. Et donc, du jour au lendemain, écrire ta lettre de démission par rapport à ce nouveau poste. Et j'avais préparé une question justement par rapport à ça, mais je pense que tu as déjà en partie répondu. Est-ce qu'il y avait eu, en dehors de ce déclic, ou du jour au lendemain, tu as décidé d'arrêter cette carrière de chirurgien et d'enseignant, est-ce qu'il y a eu déjà avant des moments où tu t'es dit non, je ne suis pas dans la bonne direction? Il y a quelque chose qui… Aucun. Non, aucun. Mais par contre, il y avait des signes physiques, des manifestations physiques
qui rendaient ma vie inconfortable. Mais je ne me posais pas la question. Je ne voyais pas ces manifestations physiques comme des signes d'un réel danger. Alors ça se manifestait par d'abord des émotions plutôt de l'ordre de l'agacement, de la colère, alors que j'étais quelqu'un, notamment en salle d'opération, qui était très apprécié parce que j'étais très calme, très gentil avec tout le monde. Et pour moi, ça devait être une fête de pouvoir opérer quelqu'un. J'aimais ce métier et je le vivais dans la bonne humeur. Et puis tout d'un coup, ça m'a quitté cette bonne humeur. Je suis devenu plutôt exigeant, agressif, un peu psychorigide. Et puis, je paniquais, ce qui ne me ressemblait pas. J'avais vécu des situations, dans des situations d'urgence notamment, où quand tout d'un coup, il y a 2 litres de sang dans la cavité abdominale, qu'on doit mettre un clan sur l'aorte, tout ça ne m'effrayait pas. Et là, je commençais à paniquer. Et puis, j'ai attrapé de l'eczéma et du psoriasis sur les coudes. Et puis, à un moment donné, j'ai eu presque un masque, ce qu'on peut comparer à un masque de lupus, c'est-à-dire les grosses rougeurs comme ça. Donc, manifestement, mon système immunitaire était arrivé à un taux de saturation, de tension, qui a même créé quelque chose d'auto-immun. Mais je n'analysais pas ça. Et je me souviens qu'un ami psychiatre qui travaillait dans la même université et dans le même couloir de consultation, un jour, je lui avais dit, moi, j'ai l'eczéma, je ne comprends pas, j'ai jamais eu de problème de santé de ma vie. Et il me dit, mais qu'est-ce que tu as mal dans ta peau? Et puis, j'ai fait des conjonctivites à répétition. Et alors, il me disait, mais qu'est-ce que tu ne veux pas voir? Et tout ça me passait au-dessus de la tête. Je n'entendais pas ces interpellations. Et ce n'est que en quittant brutalement, comme ça, en 30 secondes, j'ai vraiment entendu cette voix qui disait, si tu restes ici, tu vas mourir. Je suis parti le jour où je devenais chef. Et voilà, c'est seulement à ce moment-là que j'ai réalisé que je vivais depuis 2 ans dans un très grand inconfort, parce que je n'étais plus en cohérence avec l'être profond. Et aujourd'hui, justement, avec ce recul, parce qu'on t'a déjà posé ces questions, hein, tu as maintenant 9 ouvrages à ton actif. Est-ce que, avec le recul, tous ces éléments t'aident aujourd'hui, le fait d'être passé par la médecine, la chirurgie, ce moment de déconnexion avec ton corps, parce que ton esprit, il était dans la case que tu t'étais fixé, mais ton corps t'envoyait des messages. Est-ce que toutes ces expériences t'aident aujourd'hui en tant que thérapeute? Alors, je réponds oui et je vais détailler. Quand tu disais mon esprit était enfermé dans la cage que je m'étais fixée, moi je préfère dire mon mental, parce que pour moi l'esprit c'est une autre dimension. Et c'est vrai que mon corps venait simplement dire que mon mental empêchait justement l'esprit, la conscience, ce qui est vivant en nous, de pleinement se manifester. Parce que mon mental, dans son système de croyances, d'un petit garçon qui voulait bien faire, toujours bien faire, mieux faire, pour réparer plein de choses de mon enfance. Déjà, cet enfant un peu chétif, dans lequel je n'avais pas trop confiance, mais j'avais dû le construire. La peur des autres, mais j'avais dû aller à leur contact, mais toujours en étant parfait, toujours bien faire. Tu vois, et du coup, j'étais effectivement enfermé dans une représentation mentale qui m'éloignait de l'esprit, de l'essence de l'être, et c'était elle qui était en souffrance. Maintenant, tout ce chemin, je ne le regrette évidemment pas, parce que c'est comme un chemin initiatique. Enfin, la vie est une initiation. C'est-à-dire qu'à travers ces différentes expériences, quand la conscience, quand l'esprit s'est réveillé et a vu tout ça, ben, je me suis dit, oh, il y a des pièges, vois tes fonctionnements, vois les illusions que le mental peut créer, reviens au corps qui est quand même l'indicateur qui ne triche pas, écoute-le. Et du coup, ça m'a permis de réenvisager tout ce que j'avais appris, mais avec d'autres lunettes, sous un autre prisme, avec un autre éclairage, en comprenant qu'on ne pouvait pas se contenter de soigner le corps comme une machine, qu'il fallait bien comprendre qu'il était non seulement de la matière, une mécanique biologique, mais que cette matière était habitée d'informations et que cette information était véhiculée via une énergie. Et donc, il fallait voir cette dimension énergétique, informationnelle et bien sûr physique, mais que c'était un tout, un individu indivisible. Et donc,
voilà, ça élargit ma vision, mais c'est une vision très incarnée, très ancrée, puisque je connais ce corps, je l'ai touché, manipulé, et j'ai vécu moi-même les signes de l'inconfort Ouais. de l'âme et de l'esprit à travers ce corps. Donc voilà, je pense que ça a été un chemin, il y en a plein d'autres, mais celui-là m'a beaucoup enseigné, C'est tu ça. vois, et je ne regrette pas du tout. Tout à fait. Et du coup, quelques années après cet arrêt de profession au niveau de la chirurgie et de la médecine, hein, une petite période, je dirais, entre les deux, avant de débuter tes études à l'Institut de Barbara Brennan. Pendant Mhm, 4 ans, tu as étudié justement cette médecine énergétique. En tant mhm. que médecin, après 14 ans d'études intenses du corps humain, est-ce qu'il y a eu des moments dans cet apprentissage où tu as été freiné par ce que tu avais appris mentalement, ou est-ce que quand tu as étudié cette nouvelle médecine, enfin cette médecine énergétique, c'était fluide, c'était logique, c'était une continuité? Euh, C'était une C'est évidence, ça. mais et j'en suis heureux, il y a eu des résistances. Et ces résistances se sont manifestées sous forme de doute, sous forme de questionnement, de remise en question, où je n'avalais pas tout ce qu'on me disait du premier coup, où j'ai essayé de relativiser pour aller au-delà des apparences, parce que, par exemple, dans cette approche énergétique de l'être humain, moi, j'étais dans une école qui était située qui est toujours située aux États-Unis, la Barbara Brennan School of Healing, qui était dans un environnement quand même assez New Age, Mhm. avec un système de représentation, un emballage, je dirais, qui faisait appel à des croyances, Mhm. croyances dans un monde invisible, dans des anges ou des guides ou toutes sortes de choses qui n'étaient pas forcément ma culture. Et même si enfant, j'étais très attiré par l'Égypte et adolescent, j'ai beaucoup lu des choses plutôt anthropologiques, Mhm. m'intéressant aux phénomènes humains dans différentes cultures. Malgré tout, là, j'étais pris dans un système où je me disais, oui, est-ce que je vais totalement y adhérer ou est-ce que je vais essayer de comprendre, non pas pour le combattre, mais comprendre qu'il y a peut-être quelque chose au-delà de cela, au-delà de l'apparence. Mhm. Et ça m'a permis, je ne prétends pas que j'ai tout vu et que j'ai absolument raison, mais j'ai le sentiment d'avoir été voir au-delà Mhm. des explications que mon monde scientifique, médical, conventionnel donnait à tout ça, et au-delà des explications et des représentations et des systèmes de croyances que ce monde New Ageisant apportait pour expliquer cela. Et Ouais. je me suis dit, c'est au-delà des explications, c'est au-delà des représentations qu'il y a une réalité. Et là où j'ai beaucoup de gratitude par rapport à ce que j'ai pu vivre, notamment dans cette école, c'est que comme c'était vraiment un parcours initiatique, seule l'expérience comptait. Mhm. Seul ce que je sentais dans mon corps, ce que je vivais dans le corps, ce que je pouvais sentir dans la relation ou dans l'acte thérapeutique ou l'acte de guérison, seul ça comptait. Et après, ça m'a permis d'essayer de ne pas m'attacher aux explications, de ne pas on en a besoin, hein, Mhm. Bien sûr. mais en restant toujours conscient que ça parle de quelque chose de beaucoup plus vaste, de beaucoup plus profond, de beaucoup plus subtil que ce que l'explication tente de réduire pour le transmettre ou le comprendre. C'est ça. Donc, il y a eu tous ces doutes, il y en a encore d'ailleurs, il y en a encore. Par exemple, tu fais référence à cet ouvrage La posture juste. Dans ce livre, je présente une grille de lecture de Mhm. l'être humain à travers les travaux de gens comme Willem Reich, Alexander Lowen, et ce sont des gens qui ont vraiment montré comme la vie psychique est transmise dans l'expression du corps à travers toute l'énergie de ce corps. Et donc, il y a cette dimension physique, énergétique, psychologique. C'est passionnant, mais aujourd'hui, à la lecture d'ouvrages plus neuroscientifiques, eh bien, je me dis, ah, mais est-ce qu'il ne faut pas remettre certaines choses en question ou est-ce qu'il ne faut pas faire l'effort d'aller comprendre ce que ça pourrait correspondre au niveau neuroscientifique? De la même manière que je l'avais fait
dans mon livre La solution intérieure avec les médecines traditionnelles chinoises ou avec la médecine indienne de l'Ayurveda pour montrer qu'il y avait des correspondances, c'était juste une question de mots et d'images, mais qu'on parlait de quelque chose de beaucoup plus profond qui était la vie et ce qui anime l'être. Tout à fait, d'où ce qu'on disait justement en début d'interview, le 21e siècle sera spirituel ou ne le sera pas, parce qu'on a aujourd'hui la chance d'avoir ces notions scientifiques importantes que l'on peut mettre en relation avec, je dirais, des archives mondiales extraordinaires, parce que tout est disponible. Je veux dire, tu as étudié à l'université, les plus jeunes qui nous écoutent ne le savent peut-être pas, mais à l'époque où il n'y avait pas Internet, il y avait juste une bibliothèque, il fallait aller dans une... Moi, pourtant, on n'est pas la même génération, mais je l'ai connu comme ça, d'aller à la bibliothèque, chercher un livre qui n'était pas amusant. Je parlais tout à l'heure de cette émission qu'on a vue avec la petite sur le Toutankhamon, mais aujourd'hui, les émissions télé que l'on fait sur l'histoire, elles sont extraordinaires. On a l'impression d'être plongé dedans. De mon époque et de ton époque, les reportages historiques étaient vraiment historiques. C'était pas très c'était pas très sexy. Exactement. Voilà. Et donc aujourd'hui, ton expérience, et j'aime beaucoup pouvoir m'entretenir avec des personnes qui ont cette expérience comme toi, d'avoir la connaissance de la molécule, comme tu dis tout à l'heure. Moi, je n'ai aucune idée de ce que ça peut représenter d'être en urgence lorsqu'il y a 2 litres de sang dans une cavité thoracique d'un patient. C'est une réalité que je ne connais pas du tout. La semaine dernière, j'interviewais un pompier. Je ne sais pas du tout ce que peut être un pompier face à une urgence importante. Et aujourd'hui, on a comme ça des personnes comme toi qui avaient une connaissance de la médecine jusqu'au moindre détail. 14 ans, c'est quand même certaines... Oui, on a le temps de s'imprégner de tout voilà. ça. Et en même temps, aujourd'hui, ça fait 20 ans que tu travailles en tant que plutôt dans la médecine énergétique, la thérapie d'aide. Et d'ailleurs, pour continuer un petit peu ta biographie, donc tu as fait l'Institut de Barbara Brennan, mais aussi l'hypnose ericksonienne, la gestalt-thérapie, la psycho-analyse bioénergéticienne. Tu as étudié justement l'Ayurveda et la médecine chinoise. Et tu pratiques... Alors, je me permets parce que c'est très impressionnant ces énumérations, et en même temps, il faut rester humble et réaliste, parce qu'un être humain, il a un cerveau, il peut faire beaucoup de choses, mais quand même, c'est beaucoup de choses ce qu'on énumère là. Or, c'est la réalité, effectivement. J'ai été pendant 4 ans chez Barbara Brennan, ça a été pour moi la chose la plus difficile, parce que à l'université, il suffisait d'apprendre et de resservir ce qu'on nous avait appris. Et si on avait un petit peu de structure et d'intelligence pour bien le présenter, c'était encore mieux, mais il fallait même pas ça pour le réussir. Ouais. Par contre, chez Barbara Brennan, il fallait vraiment que tout mon être soit impliqué dans ce parcours, puisqu'il s'agissait de me transformer moi, de me révéler une partie de moi qui allait pouvoir rentrer dans une relation qui n'était pas simplement de soins, mais de guérison, de mettre en place les facteurs de la guérison ou les ferments de la guérison. Mais après, quand on parle de se former à la médecine ayurvédique ou à la médecine chinoise, je n'ai jamais fait de cursus complet, parce que ce n'est pas possible de tout. Mais par contre, plus je crois, plus on est vraiment un peu rigoureux dans sa façon de construire sa pensée et de s'informer, plus quand on ouvre de nouveaux livres, de nouveaux chapitres, on a une compréhension assez précise et claire des choses, parce qu'on a déjà la gymnastique intellectuelle et l'honnêteté intellectuelle. Et c'est là, quand tu disais que quand on allait dans les librairies, dans les bibliothèques de nos universités, parce qu'il n'y avait pas Internet, il n'y avait même pas d'ordinateur portable, eh bien, il y avait une démarche qui était laborieuse, qui était un peu chiante, qui nous coupait de plein d'informations parce que ce n'était pas possible d'avoir accès à tout, et puis il y avait des articles qu'on ne trouvait pas à la librairie, à la bibliothèque, mais cette démarche construisait une façon d'appréhender les choses. Et du coup, quand on s'intéressait à d'autres sujets, on avait déjà une méthode. Oui. Ce que j'ai parfois un peu peur aujourd'hui, c'est, je ne veux pas parler comme un vieux réactionnaire, je vais avoir 60 ans dans 2 mois, peut-être que je suis déjà un peu démodé, mais quand même, c'est qu'on s'intéresse à beaucoup de choses,
mais on tire parfois un peu vite des conclusions. Voilà, et on interprète les choses sans vraiment comprendre si vraiment c'est ça qu'elle nous dit, si c'est vraiment ça qu'elle nous propose. Et ça, c'est un peu dommage. Donc, il faudrait qu'avec cette pléthore d'accès à l'information, on ait une méthode qui soit un peu plus exigeante. Tout à fait. Et je pense que c'est quelque chose que je recommande souvent à mes coachés ou mes clients. C'est quand ils veulent aller voir quelqu'un, qu'ils vérifient que la personne ait une bonne base scientifique quand même, d'avoir de l'expérience et je dirais de la remise en question. Donc, c'est pour ça que j'aime beaucoup les gens qui ont plusieurs cordes à leur arc. Ça veut dire qu'ils ont ouvert un tout petit peu leurs moyens d'analyser ou ne pas rester, parce que, comme on dit, un ostéopathe trouvera toujours une vertèbre qui est démise, mais est-ce que c'est le problème de la vertèbre ou c'est autre chose? Et troisièmement, que ça nous convienne, parce qu'effectivement, j'ai mal à la tête, mais c'est peut-être pas la médecine chinoise qui va m'aider, ce sera peut-être autre chose. Parce que si je me cogne la tête tous les jours, bah oui, il suffit de se baisser avant de passer la porte. Donc, effectivement, je pense que avoir une structure, comme tu le dis, pour pouvoir avoir une base est vraiment importante. Et effectivement, aujourd'hui, le danger, c'est d'avoir tellement d'informations à disposition qu'on ne va plus dans la base de la matière. Dans l'essence des choses. Voilà. Tu parlais des documentaires, par exemple, sur l'Égypte ancienne, que j'aime beaucoup regarder aussi parce qu'ils me projettent là-bas et tout ça. Mais en même temps, je vois que parfois, sans s'en rendre compte peut-être, ou alors volontairement, ça appartient à ceux qui le font, il y a chez le réalisateur de ce genre de documentaire une idée préconçue et il va chercher l'information pour construire son idée préconçue. Mais il n'est pas forcément en lien avec l'état des connaissances de la science ou même la réalité, parce que la science elle-même n'est pas forcément en lien avec la réalité, elle n'est encore qu'une interprétation de cette réalité, et quand on parle de l'histoire de l'Égypte ancienne, c'est tellement loin que c'est beaucoup d'interprétations, et on se base beaucoup sur les Grecs, mais les Grecs, ils ont connu les pyramides, elles avaient déjà 2000 ans d'histoire, et ils sont arrivés en 500 avant Jésus-Christ, ils ont vu ces pyramides, mais elles avaient déjà 2000 ans d'âge, donc c'est déjà te dire que nous-mêmes, on ne sait déjà pas si la personne du Christ a réellement, enfin comment elle a existé ou quelle a été sa vie. Alors, à 2000 ans d'histoire, il y a beaucoup d'informations qui se perdent. C'est ça qui est passionnant aujourd'hui, c'est de pouvoir justement soit lire, soit rencontrer des personnes qui ont cette vue avec de l'histoire, de l'archéologie, de la médecine, de la biologie, et de pouvoir comprendre. Tu parles de documentaire. Un qui m'a marqué récemment, c'est celui de Game Changer, qui explique que au niveau alimentaire et au niveau sportif, c'est le régime végétarien qui est le plus efficace. Et ils prennent en exemple justement les gladiateurs qui auraient été végétariens. Mais si on regarde historiquement, on se rend compte que premièrement, c'était des esclaves, donc on n'allait pas leur donner autre chose que, je dirais, de la nourriture facile. Et deuxièmement, ça leur permettait de prendre du poids, ce qui est fabuleux. On leur donnait une alimentation purement végétarienne avec beaucoup de légumineuses, beaucoup de céréales. Comme ça, ils prenaient un peu de gras. Et donc, dans leur combat, s'ils étaient blessés, ben, le gras protégeait le muscle. Et donc, il durait plus longtemps. Donc, le spectacle durait plus longtemps. Et je trouve ça fabuleux d'analyser ça. Non pas se dire, oh ben oui, c'était des hommes forts, ils étaient végétariens. Du coup, tout le monde doit être végétarien pour être fort, alors que derrière, il y avait une raison un petit peu plus mesquine, on va dire. Donc, c'est la preuve que tous les domaines de la connaissance peuvent être instrumentalisés, utilisés par l'idéologie. Et regarde même dans cette crise de la Covid, comme on voit que les données scientifiques sont interprétées par les gouvernements au service d'une idéologie. Et que parfois, même les scientifiques ne comprennent même plus ce qu'on raconte. Mais voilà, toute la connaissance peut totalement être interprétée en fonction des idéologies d'une époque ou d'une autre. Clairement, clairement. Et donc, on continue un petit peu dans ton parcours. Et donc, en 2001, tu écris ton premier livre, Le travail d'une vie, pour une certaine légitimité par rapport justement à ton statut de médecin, comme tu dis dans un interview, qui te donnait la légitimité de soigner, mais intellectuellement, tu voulais avoir une autre… Mais surtout
que j'avais en 99, en 99, la vie a fait que j'ai eu une consultation. J'ai commencé à rencontrer des gens. Oui. Mais c'est vraiment pas moi qui ai choisi, c'est les gens qui venaient. Je n'avais même pas le téléphone. Mais je pense que ce qui émanait de moi à l'époque était tellement différent de ce qui émanait quelques années auparavant que les gens étaient interpellés. Et j'avais des amis qui me disaient, tu veux pas voir mon père, il est malade. Ou, alors moi, je voyais les gens, mais ce n'était pas professionnel, je ne faisais même pas payer. Et puis je parlais avec eux, et puis je les questionnais, et puis je les bousculais, et puis leur vie changeait. Et donc, à un moment donné, c'est devenu professionnel parce que des gens voulaient me payer. Moi, je ne voulais pas. Mais pourtant, je n'avais pas d'argent. Mais voilà, je ne voyais pas ça du tout comme un métier. Et progressivement, j'ai accepté de rentrer dans cette fonction qui me convenait parce que je m'y sentais bien. En plus, elle me donnait une raison d'exister que j'avais perdue. Je n'avais plus mon métier de chirurgien, je n'avais plus directeur de maison de couture parce que j'ai travaillé dans une maison de prêt-à-porter, Giorgio Armani à Paris. Donc voilà, c'était agréable d'avoir ce nouveau statut. Mais quelle était ma légitimité. Et du coup, j'ai décidé d'écrire Le travail d'une vie dans lequel je racontais ces consultations psychologiques et spirituelles pour ne pas tricher, dire voilà comment j'aborde les choses, l'être humain. J'avais quelques modèles que j'avais notamment trouvés auprès de Barbara Brennan, dans l'analyse bioénergétique de Reich, de Lowen, etc. Et puis voilà, ça a donné un premier livre, effectivement. Ça m'a donné une forme à mes propres yeux, de légitimité, parce que j'avais été honnête de simplement montrer les choses. Et justement, jusque-là, tu avais été en dehors de cette période où tu étudiais, mais tu avais été employé dans l'hôpital universitaire, puis pour cette maison à Paris. Oui. Là, tu devenais indépendant. Ah oui, oui. Comment tu l'as vécu, ça, en tant que… C'était la hantise de ma vie, ça. C'est-à-dire que quand je me suis rendu compte, surtout avec le recul, que j'étais resté vivre dans des hôpitaux académiques, universitaires, comme salarié, parce qu'en Belgique, le statut de ces médecins-là était salarié, et quand on était jeune dans la hiérarchie, on était vraiment salarié, parce que les plus âgés faisaient de la médecine privée en parallèle, mais les jeunes pas. Et donc, ça me convenait bien parce que je me sentais protégé. Je me sentais protégé par l'institution, je me sentais protégé de devoir gagner ma vie puisque j'avais un salaire. Je ne devais pas compter le nombre de patients que j'allais voir. Et je n'étais pas quelqu'un qui rechignait à la tâche, donc sans doute que j'aurais pu peut-être gagner beaucoup mieux ma vie en médecine purement privée, comme indépendant, mais moi, ça me convenait bien de ne pas avoir toutes ces questions-là à m'embarrasser avec. Et je me donnais à fond à mon métier sans trop me poser de questions. Et je me souviens très bien que quand j'ai quitté l'hôpital Erasme, où j'étais en fonction, pour aller à clinique Bordet, qui était le centre de cancérologie de l'université de Bruxelles, en quittant, j'ai dit à un de mes confrères que j'avais soupçonné de boire un peu trop. Je lui avais dit, tu sais, je te sens que tu n'es pas heureux ici, tu devrais partir, toi aussi. Et toi, tu as un charisme tel que tu devrais aller dans une clinique privée. Edith Cavell, pour ne pas la nommer, toi qui as vécu à Bruxelles, tu vois de quoi je parle. Et en fait, il m'a dit non, c'est trop tard pour moi. Il avait 50 ans à l'époque, moi j'en avais 37. Et il m'a dit, c'est trop tard pour moi parce que j'ai mes enfants, j'ai un remboursement d'une maison, je dois gagner ma vie, je ne peux pas me remettre en danger. Et je trouvais ça très dommage. Et je l'ai trouvé d'autant plus dommage que 2 ans plus tard, cet homme était décédé. Et il était tellement mal qu'un jour, ça ne s'est pas bien terminé. Et c'est fou parce que je me suis dit, voilà la logique de l'enfermement dans le mental. On a une croyance qu'on ne s'en sortira pas si on n'est pas dans l'institution, si on n'a pas son salaire, on a peur d'y aller comme indépendant, et lui, il était prisonnier de ça, il se donnait des bonnes raisons parce qu'il devait soi-disant subvenir à ses enfants, à la vie de ses enfants, etc. Et 2 ans plus tard, il n'était plus là pour subvenir à quoi que ce soit. Donc, il faut faire attention à nos croyances limitantes
Et ça, en quittant l'hôpital, je me suis rendu compte que bah, oui, je pouvais me débrouiller comme C'est ça. indépendant. Je louais une loge de concierge, je voyais les gens dans ma loge de concierge. Euh, c'était pas très luxueux, mais voilà, je me débrouillais et puis progressivement les choses se sont mises en place. Voilà, ça se sont mises en place. Tu es revenu finalement à de l'enseignement, puisqu'entre 2010 et 2013, tu as enseigné à l'université Sigmund Freud à Paris. Et puis, en 2015, tu as créé ta propre école. C'était vraiment quelque chose qui, là, faisait le lien avec ton envie d'enseigner dès le départ. Oui, il y a eu un événement important, parce que pour moi, il y a eu un événement important, c'est quand j'ai quitté l'hôpital, mais il y a eu un événement important, c'est en 2009 quand je suis tombé malade. Mhm, Et en fait, donc j'ai quitté l'hôpital en 98, 98, mais 10 ans plus tard, je suis tombé malade. Je suis tombé paralysé dans un épuisement absolu. J'avais donné 200 conférences dans 10 pays différents en un an. mhm. Et c'était moi tout seul avec ma petite valise et dans des hôtels parfois pas très confortables parce que les associations qui invitent n'ont pas l'argent, etc. Et donc c'était vraiment une année très éprouvante, 200 conférences en un an. Parce qu'il y avait le Thierry qui aime enseigner. Mhm. À l'école, on m'appelait Thierry J'enseigne. Mon nom, c'est J'enseigne, mais on m'appelait Thierry J'enseigne parce que j'aime transmettre. Et à l'époque, je transmettais l'Égypte ancienne à mes petits condisciples parce qu'avec mon corps un peu chétif, je ne jouais pas vraiment au football avec eux. Alors, j'en avais quelques-uns qui écoutaient Toutankhamon, Ramsès II et les autres. Hein, et j'avais mon petit auditoire. C'était une façon d'exister aussi. En fait, très jeune, j'ai existé en écoutant les autres, en prenant soin d'eux ou en transmettant. C'est ça. Très jeune, j'ai fait ça parce que j'avais pas, je me sentais pas à l'aise autrement. Hein. Mais en attendant, ça, je savais faire, transmettre. Donc, je l'ai fait dans des livres et j'avais écrit en 2008 La maladie est un insensé. Enquête au-delà des croyances. Parce qu'il y a tous ces systèmes de croyances, tu as mal là, ça veut dire ça. Mhm. Et je trouvais qu'on s'enfermait de nouveau dans des choses mentales très restrictives. Et je voulais ouvrir cette vision en y apportant des éclairages de ce que la science peut nous dire, de ce que la médecine psychosomatique peut nous éclairer, etc. Et donc j'avais écrit ce livre et puis je voulais que les gens le lisent. Donc j'avais accepté toutes les invitations à en parler, et ce qui m'a amené à 200 conférences en une Wow. année autour d'un livre qui disait La maladie est un insensé. Et c'est moi qui suis tombé malade. Et c'est ça Et qui donc, qui t'a fait réfléchir. Là, tu ne pouvais plus que passer à J'étais l'action pour coincé. le. J'étais coincé parce que je me suis dit, bon, ok, pourquoi es-tu tombé malade? Alors clairement, c'était parce que j'étais épuisé, que j'en avais fait trop, que bon. Donc, je me suis dit, ok, pourquoi es-tu épuisé? Bah, parce que j'ai dit oui à tout le monde, parce que j'ai voulu en faire trop pour exister, pour gagner de l'argent, pour être reconnu, pour qu'on lise mes livres. Ah, cet ego. Bon, il ne faut pas le tuer, mais il faut le dompter. Alors, je me suis dit, si ce n'était pas ton ego qui prenait toute la place là, en tout cas cet ego affairé, agité, si tu laissais diriger l'essence de l'être en toi, qu'est-ce qui se passerait? Ben, clairement,